Pour raconter l'histoire de l'approche scientifique concernant l'étude des origines de la vie et de l'exobiologie, je pourrais commencer en affirmant « de tout temps, les hommes se sont interrogés sur les origines de la vie ». Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, presque. Au XVIIe siècle, un chercheur hollandais, Jean-Baptiste van Helmont, décrit dans un de ses ouvrages comment la vie peut apparaître spontanément et appuie ce qu'on appelle la théorie de la génération spontanée. Van Helmont décrit une expérience dans laquelle, dans un grand récipient, il entasse des vieilles chemises, du blé, et il entrepose son dispositif expérimental recouvert de couverture au fond d'une remise pendant 21 jours. Il revient au bout de 21 jours, soulève les couvertures et il observe des souris. Et sa conclusion, ce n'est pas ce qu'on imagine maintenant, que les souris sont de la contamination et qu'elles sont venues s'installer confortablement dans son expérience. Non, pour lui, le raisonnement le plus logique, c'est de considérer que les souris sont apparues, ont émergé spontanément dans son récipient. Bien sûr, on a depuis longtemps dépassé ces concepts et ces théories. Mais jusqu'au XIXe siècle, les plus grands chercheurs et les plus grands savants pensent que la théorie de la génération spontanée est tout à fait valable. Bien sûr, pas dans l'apparition de souris et d'organismes macroscopiques comme ces dernières, mais au niveau microscopique, au niveau d'organismes plus simples, par exemple des bactéries. En 1827, l'un des plus grands chimistes de son temps, Johann Jacob Berzelius, un Suédois, écrit qu'on ne peut pas combiner artificiellement les éléments de la matière inorganique à la manière de la nature vivante. Il n'était pas question à l'époque donc de faire des synthèses de chimie organique. Pourtant, un an plus tard, en 1828, l'un de ses anciens étudiants, Friedrich Wöhler, vient contredire son ancien maître et son mentor. Il se rend compte qu'un produit chimique, le cyanate d'ammonium, évolue spontanément en une molécule organique, l'urée. Cette molécule organique, l'urée, était déjà observée dans les organismes vivants. En 1859, le Britannique Charles Darwin publie un ouvrage majeur intitulé « L'origine des espèces ». Dans cet ouvrage, il n'est pas question des origines de la vie, mais de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution ne répond pas directement à la question des origines de la vie, mais en quelque sorte, cette théorie la simplifie quelque peu. Il n'est plus question d'expliquer l'apparition de souris, d'éléphants, d'êtres humains, d'arbres et de bactéries, mais en suivant les processus d'évolution décrits par la théorie darwinienne, il suffirait, tout simplement, d'expliquer l'origine d'organismes primitifs, beaucoup plus simples que ce que nous connaissons à l'heure actuelle, pour rendre compte de l'apparition de la vie sur notre planète. Darwin simplifie donc la question des origines de la vie. Cependant, la question de l'origine de ces premiers organismes, peut-être même très simple, cette question demeure. Et beaucoup de chercheurs continuent d'évoquer la théorie de la génération spontanée. En 1862, Louis Pasteur remporte le prix de l'Académie des sciences en démontrant que ce que l'on considérait comme étant une génération spontanée de micro-organismes correspondait en fait à de la contamination. Voici l'expérience qui lui a permis de démontrer que la génération spontanée n'existe pas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'expliquer l'apparition de souris, mais d'organismes microscopiques. Louis Pasteur a une idée. Dans un ballon avec un long col, il introduit de l'eau et différents mélanges nutritifs, du sucre, des ferments, des levures. Ensuite, en faisant chauffer son long col, il forme un coude que l'on appelle col de cygne. Il porte son expérience à ébullition, de manière à stériliser l'ensemble, mais ce faisant, la vapeur d'eau qui s'évapore va condenser dans le col, de manière à former un bouchon stérile au niveau du col. De cette manière, il a stérilisé son dispositif expérimental, mais il a aussi stérilisé le bouchon qui empêche la contamination d'entrer. Si vous brisez le col, en quelques heures, quelques jours, vous allez voir des colonies de bactéries qui vont proliférer dans le ballon. Les ballons dont on ne brise pas le col restent limpides, aucune bactérie ne s'y développe. Il s'agit bien là de la démonstration de la contamination et
la fin de l'idée que ces bactéries microscopiques peuvent apparaître spontanément. Au début du XXe siècle, la science concernant les origines de la vie est dans une impasse. D'un côté, Charles Darwin dit qu'il y a une origine commune des espèces et qu'il peut y avoir un organisme simple qui est à l'origine de toute la diversité du vivant que nous observons sur notre planète. D'un autre côté, Louis Pasteur nous dit qu'il n'y a pas de génération spontanée de tels organismes. Comment peut-on, dans ce cas, imaginer l'apparition de la vie sur notre planète? Certains scientifiques, parmi les plus célèbres, comme Berzelius, dont j'ai déjà parlé, mais aussi Lord Kelvin ou encore Svante Arrhenius, évoquent la possibilité que la vie est dispersée partout dans l'univers et qu'elle peut voyager d'étoile à étoile, de planète à planète, sous la forme de spores qui seraient transportés par des astéroïdes, des météorites, et que si ces spores tombent sur une planète dont les conditions sont favorables à leur développement, ces nouveaux habitants vont coloniser la planète. Il s'agit de la théorie de la panspermie. Cependant, dans aucune météorite à notre disposition dans les laboratoires, nous n'avons jamais observé de fossiles de bactéries ou la trace du moindre spore. On détecte des molécules organiques, bien sûr, mais rien qui ne puisse être directement lié au vivant. Le grand chimiste Svante Arrhenius, prix Nobel dans sa discipline, déclare même au début du XXe siècle « Nous ne nous posons jamais la question de l'origine de l'énergie cinétique. Ainsi, nous pouvons nous habituer à l'idée que la vie est éternelle et que s'interroger sur son origine est un travail inutile. » Il faudra attendre 1924 et la publication d'un livre soviétique par un chercheur appelé Alexander Oparin pour que la recherche sorte en quelque sorte de son ornière. Son ouvrage intitulé tout simplement « L'origine de la vie sur la Terre » décrit l'idée d'une évolution de la matière en suivant les lois naturelles de la physique, de la chimie, vers la biologie. Alexander Oparin décrit la formation des éléments dans les étoiles, l'association de ces éléments dans les environnements planétaires, et il est question dans son livre de l'environnement de la Terre primitive, et il émet l'idée que la chimie, dans les océans de la Terre primitive, conduit spontanément à une organisation de la matière vers des molécules de plus en plus complexes et organisées, et ça serait ainsi que la chimie conduirait naturellement à l'apparition de la vie. C'est ce qu'on appelle la chimie prébiotique. En 1929, le généticien britannique John Alden propose une idée similaire et de manière indépendante à la formulation d'Oparin, puisque à cette époque, le livre d'Oparin n'avait pas encore été traduit en anglais. Mais, que ce soit la théorie d'Oparin ou bien les écrits d'Alden, tout ceci reste au niveau de la littérature, de concepts, d'idées. Il faut attendre 1953 pour qu'un jeune chercheur américain, Stanley Miller, insiste auprès de son directeur de thèse, le prix Nobel Harold Urey, pour réaliser une expérience qui simulerait la chimie de l'environnement de la Terre primitive. Ce que veut faire Stanley Miller, c'est d'essayer de tester expérimentalement les idées d'Oparin et Alden. Pour cela, il conçoit un dispositif expérimental original constitué de 2 ballons en verre reliés l'un à l'autre. Dans le premier ballon, on simule l'océan de la Terre primitive. On y met de l'eau, stérilisée bien sûr, purifiée évidemment, et cette eau est chauffée, d'une part parce qu'on pense que les océans de la Terre primitive étaient plus chauds que ceux que nous connaissons à l'heure actuelle, et d'autre part pour accélérer les processus chimiques. Dans le second ballon, on simule l'atmosphère de la Terre primitive. Et Stanley Miller et Harold Urey décident d'introduire un mélange composé de méthane, d'ammoniac, de dihydrogène et de vapeur d'eau. À cette époque, on pense que l'atmosphère de la Terre était constituée majoritairement de ces constituants. Si vous mélangez ces 4 gaz, il ne va rien se passer. Par contre, si vous apportez de l'énergie, vous pouvez initier une chimie qui simule la chimie qui pouvait se dérouler dans l'atmosphère de la Terre primitive. Pour initier cette chimie, 2 électrodes sont mises sous tension pour générer un arc électrique qui va simuler les éclairs qui pouvaient avoir lieu lors d'orages dans l'atmosphère de la Terre primitive. Vous pouvez voir une reproduction de cette expérience.
le mélange de gaz est limpide, la décharge est allumée. Et vous voyez que très rapidement, en quelques heures et puis au bout de quelques jours, les parois du dispositif expérimental se recouvrent d'une mélasse brune qui va couler et barboter dans les océans simulés. Stanley Miller prélève un échantillon de son océan simulé et vous pouvez voir ici les résultats d'une analyse par chromatographie sur couche mince. Chaque tache sombre représente une molécule organique différente qui a été produite lors de l'expérience. La glycine, l'alpha et la bêta-alanine, l'acide aspartique et l'acide isobutyrique. Ces molécules sont des acides aminés. Et cette détection va rendre cette expérience extrêmement célèbre, puisque les acides aminés sont les constituants de base des protéines. En 1953, au moment de la publication des résultats de l'expérience de Stanley Miller, on pense que l'on est tout proche de comprendre la chimie de l'origine de la vie. En effet, puisque des acides aminés sont formés aussi simplement dans un environnement simulé de la Terre primitive, on pense que l'on trouvera très facilement comment ces acides aminés peuvent s'associer pour former les protéines qui sont les molécules parmi les plus importantes pour le fonctionnement du vivant tel que nous le connaissons. Malheureusement, il y aura deux écueils suite à cette expérience. D'une part, il est très difficile de former des protéines à partir d'acides aminés sans faire appel à des processus chimiques complexes. D'autre part, au fil des années, depuis 1953, nous nous sommes rendus compte que le choix réalisé par Stanley Miller n'était pas forcément le plus pertinent concernant la composition de l'atmosphère primitive de la Terre. Désormais, on pense que notre atmosphère était dominée par du dioxyde de carbone et du diazote. Et lorsque l'on reproduit l'expérience de Miller avec un mélange de ces deux molécules, la chimie est beaucoup plus limitée et il est beaucoup plus compliqué de former des acides aminés. À l'époque, on ne parlait pas encore d'exobiologie. Il faudra attendre 1960 pour que le généticien et microbiologiste américain, le prix Nobel Joshua Lederberg, façonne ce mot dans le contexte de l'exploration lunaire. À l'époque, en effet, les Américains préparent les premiers atterrissages sur la Lune et bien sûr le retour des premiers astronautes. La question est alors de savoir si ces astronautes ne vont pas ramener des microbes, des bactéries de la Lune et contaminer ainsi la Terre d'organismes extraterrestres. Joshua Lederberg est donc mandaté par la NASA pour animer un réseau de chercheurs pour réfléchir à la question de la vie sur la Lune et au-delà, et c'est lui qui introduira le terme exobiologie dans un article publié en 1960. Les efforts pour comprendre les origines de la vie, pour rechercher la vie au-delà de la Terre, sont donc désormais un domaine majeur de la recherche scientifique qui unit les chercheurs de différentes disciplines dans tous les pays du monde.